La Une présente Ce sont de formidables petits animaux sans lesquels la plupart des plantes ne pourraient se reproduire. Si elles venaient à disparaître, on dit même que c'est l'humanité entière qui n'y survivrait pas. Bonsoir et bienvenue dans le monde d'un animal exceptionnel. Imaginez un insecte de quelques milligrammes qui a 4 ailes sur le dos qui lui permettent de voler jusqu'à 60 km/h, autrement dit 2 fois plus vite que l'homme le plus rapide du monde. Le même animal a aussi 3 petits yeux sur le haut du crâne et 2 grands yeux sur l'avant de la face qui lui permettent de scanner en permanence tout son environnement. Et cet animal, vous pouvez le voir tout près de chez vous puisqu'il s'agit de l'abeille, ou plutôt des abeilles, puisqu'elles sont 20 000 espèces différentes à la surface de la planète. Ce soir, nous commençons avec une question a priori toute simple. Qu'est-ce que c'est une abeille ? Eh bien, l'abeille est un petit insecte de la famille des hyménoptères. Elle fait partie des invertébrés car elle est dénuée de colonne vertébrale. En moyenne, l'abeille pèse 90 mg, mais la reine peut monter jusqu'à 250 mg. On distingue 3 parties dans son corps: la tête, le thorax et l'abdomen. C'est sur le côté de la tête que se situent les 2 yeux à facettes. Et au sommet du front, les 3 yeux simples nommés ocelles. On y trouve aussi 2 antennes et la bouche. C'est du thorax qu'émergent les 3 paires de pattes et les 2 paires d'ailes. Et si ces pattes lui servent à se mouvoir, elles ont aussi des fonctions particulières. Les pattes antérieures permettent de nettoyer les antennes et la langue, mais aussi à rassembler le pollen qui ira se fixer dans les corbeilles des pattes postérieures. Les pattes intermédiaires, nanties d'un crochet, servent à détacher les boules de pollen dans la ruche. Évidemment, notre butineuse est herbivore et il ne faut pas la confondre avec les guêpes, frelons et autres cirfes. Parmi les espèces d'abeilles qui vivent en Belgique, celle que l'on connaît le mieux, c'est l'abeille mellifère, celle qui produit du miel. Pour explorer le monde fascinant de la ruche, Tanguy s'est rendu à Jette, à la rencontre d'un spécialiste, Yves Van Parijs. Yves, Bonjour Tanguy. on est passé vous voir pour un peu comprendre cet animal qu'est l'abeille et sa relation avec les apiculteurs. Ah ben c'est bien. D'abord, dites-nous un peu historiquement, comment est venue à l'homme la première idée de relation avec l'abeille, de la domestication des abeilles et d'aller chercher le miel? Eh bien pendant longtemps, finalement, le miel était la seule substance sucrée qu'il pouvait trouver. Donc il allait chercher le miel dans les falaises, dans les ruches qui allaient s'incruster là-bas dans les falaises ou pendues aux arbres. Et donc ça s'appelait des cueilleurs de miel. C'était au néolithique, voici pas loin de 10 000 ans. C'est l'époque des débuts de la sédentarisation de l'homme qui va chercher à éviter la destruction des essaims et donc à domestiquer l'abeille. Il est évident que c'est un essaim installé dans un arbre creux qui a inspiré l'homme dans la création de ce que l'on appellera la ruche-tronc. Puis, selon les régions et les époques, on verra naître les ruches en paille, en planches de bois, en liège, en terre cuite et même en bronze. La ruche, c'est la maison de l'abeille, un petit nid douillet qui la protège si bien. Il pleut,
Ça les dérange, ça, les abeilles? Pas du tout, je pense Non, pas. ça les dérange pas? Non, non. Vous allez m'équiper un peu quand même? En effet. Qu'est-ce qu'on met comme équipement pour aller voir les abeilles? Ce sont des vareuses, comme vous voyez. Donc c'est simplement avec un voile devant la figure. Ça protège quand même un tout petit peu. Des vareuses, voire des combinaisons, sans oublier les gants. Et puis avant d'ouvrir la ruche, il faut l'enfumer pour modifier le comportement des abeilles et éviter les piqûres. On va bientôt pouvoir ouvrir la ruche. Donc il suffit d'enfumer comme ça, un tout petit peu, pas trop, parce que sinon ça a l'effet inverse, elle s'excite. Bien que l'enfumage donne parfois un léger goût au miel, l'opération demeure primordiale. On va soulever le toit. La petite protection thermique. Dans cette ruche-ci, on a environ combien d'abeilles qui vivent en permanence pour le moment? Pendant l'été, donc il y a entre 40, 50, 60 000 abeilles, voire plus. Quelle organisation parfaitement structurée! Les larves éclosent après 21 jours et donnent naissance à des ouvrières. Elles seront d'abord des nourrices, ensuite des bâtisseuses d'alvéoles. Elles évolueront en gardiennes et termineront leur vie comme butineuses. Le cycle d'une abeille varie d'1 à 6 mois selon les saisons. Saviez-vous qu'une butineuse avait une autonomie de 800 km? Imaginez, Bruxelles-Lyon. Et puis, il ne faut pas oublier le mâle, le faux bourdon. Dans une ruche, ils sont entre 1000 et 2000 spécimens. Leur travail, c'est de féconder la reine, qui est unique au sein de l'essaim. Elle occupe une fonction fondamentale. Donc voilà, donc ça c'est la grille à reine qui est calibrée de façon à ce que toutes les abeilles sachent passer là à travers, mais la reine, elle est trop grosse. D'accord. On cherche la reine? On va essayer de trouver la reine. Vous la voyez, ouais, ici elle a sa petite capsule rouge. Ici. Et la couleur indique également l'année dans laquelle elle est née. Donc cette abeille est née l'année dernière étant une année rouge. Donc ici on a trouvé la reine, c'est elle qui va donner véritablement son caractère, sa forme, ses habitudes, sa vie à la ruche, c'est un peu elle l'âme de la ruche. Tout à fait, donc c'est elle qui est la mère de toutes les abeilles qui sont ici, mais c'est également elle, effectivement, qui va donner le caractère à la ruche. Une peut facilement contenir 10-12 kg de miel. Pourquoi elles font du miel, les abeilles? En réalité, les abeilles font du miel l'été et elles emmagasinent tout ça dans la perspective de l'hiver. C'est leur nourriture? C'est leur nourriture d'hiver, puisqu'elles hivernent quand même avec à peu près 15 000, 20 000, 30 000 individus. Donc il faut quand même nourrir tout ce petit monde pendant tous les mois d'hiver. Le fait qu'on le prenne, alors, le miel, ça ne les pénalise? Du moment qu'on le prenne de manière raisonnable, on ne va pas tout retirer, bien sûr. Il faut absolument qu'elles aient entre 14, 15, 16 kilos de miel pour passer un hiver normal. Grâce à sa trompe, l'abeille butineuse récolte le nectar. Dans la ruche, ce sont près d'une dizaine d'abeilles enrichissant de salive et de sucs digestifs qui parachèveront la digestion des sucres. Enfin, le miel sera stocké en alvéole, achevé par des abeilles ventileuses. Un véritable travail d'équipe. En général, les apiculteurs installent leurs ruches à proximité de champs, de vergers ou d'arbres, puisque pour se nourrir, les abeilles butinent tout simplement de fleur en fleur. Mais depuis quelques décennies, un nombre toujours plus important de ruches sont installées en pleine ville. Vous imaginez, à Mons, Charleroi, Namur, Liège ou Bruxelles. Des ruches parfois même sur le toit des bâtiments. Eh bien, ça arrive de plus en plus souvent, comme ici, Tech d'Ixelles. C'est là-haut que nous découvrons Marc Wolast. Cet apiculteur, diplômé et conférencier apicole, est aussi le coordinateur général de l'association Apis Bruxella. Il nous explique l'interaction entre les abeilles et la ville. La ville permet en tout cas aux abeilles d'avoir des meilleures productions de miel. Et ça, on peut toujours l'expliquer.
C'est assez simple. En fait, les ressources alimentaires pour les abeilles sont plus nombreuses et sont beaucoup plus proches en ville. En fait, l'abeille trouve des sources de nourriture abondantes et diversifiées, ce qu'elle trouve relativement peu dans les campagnes aujourd'hui. C'est vrai, paradoxalement, la ville est moins polluée que la campagne. En outre, les nombreux espaces verts de nos cités constituent des réserves permanentes et variées de nourriture pour les abeilles. Tout au long de l'année, ou presque, il y a des fleurs en ville. A contrario, nos campagnes fournissent moins de nourriture aux abeilles, car la biodiversité y est gravement altérée. Ainsi, les nombreuses haies aux essences variées étaient une source nutritive tout au long de l'année. Ce n'est presque plus qu'un souvenir. Sans compter le passage aux monocultures. Bref, sous certains aspects, nos paysages ont la fâcheuse. Installer des ruches en ville n'est pas compliqué, même pour des entreprises. Ainsi, l'association Made in Abeille propose de déposer des ruches sur le site de sociétés prêtes à les accueillir, comme c'est le cas ici, à Liège. Stéphane Galettic et son équipe se chargent de tout, de l'installation à la récolte du miel. Le petit plus, c'est qu'ils offrent aussi toute une série de conseils aux employés qui en marquent le souhait. Quand on installe des ruches sur site, on propose aux entreprises d'inviter leurs employés à participer à un système d'écolage, si vous voulez. Donc chaque fois qu'on se déplace pour venir s'occuper d'une colonie d'abeilles, les employés, enfin une partie en tout cas, ont la possibilité de nous accompagner au rucher. Et au terme des 2 années du contrat qui nous lie, les employés sont susceptibles, ont peut-être les moyens de s'occuper des ruches eux-mêmes et de devenir autonomes. Mais tu vois, il y en a certaines qui rentrent, elles ont des petites boules jaunes sur les pattes. Ouais. Et moi en fait, j'ai déjà vu et j'ai ramené du pollen. T'as déjà vu du pollen? L'installation des ruches dans nos villes va de pair avec une sensibilisation de ses habitants. Les démonstrations destinées au grand public chez les apiculteurs bénévoles sont donc indispensables en vue d'une cohabitation raisonnée entre les humains et les abeilles. En région bruxelloise, jette par une belle matinée printanière. Nicolas Verreken est agronome et travaille à l'ULB dans le secteur de la recherche. Il étudie l'évolution de la biologie et de l'écologie. Il est aussi le fondateur de l'Observatoire des abeilles. Ce jour-là, Nicolas s'en va observer des andrènes vagabondes, une variété d'abeilles sauvages. Elles ont un comportement fort différent de nos abeilles mellifères et pour observer leur habitat, il n'est pas nécessaire de lever les yeux, mais bien de se mettre au ras du sol. Donc ici, on est vraiment au cœur de la bourgade. Donc c'est un rassemblement local d'un bon nombre de femelles. On peut les voir ici en train de s'activer. Elles reviennent avec les pattes chargées de pollen. C'est la couleur jaune qu'on voit sur les pattes arrière. Ici, c'est du pollen qu'elles vont récolter en grande partie sur les saules. Elles ont trouvé ici des conditions qui sont assez favorables, un sol qui est relativement meuble. Et donc elles vont aller creuser chacune leur galerie dans le sol. Ce sont des galeries qui vont faire une trentaine de centimètres à peu près de profondeur, avec une galerie principale de laquelle vont émerger des galeries périphériques. Et chaque femelle va organiser sa propre petite famille au sein de ce nid. Et donc il n'y aura pas du tout de contact entre elles. Elles sont juste rassemblées ici parce que les conditions locales font qu'elles s'y sentent relativement bien. Il peut y avoir une proximité assez importante. On voit ici plusieurs femelles qui sont en train de creuser leur galerie, parfois à quelques centimètres l'une de l'autre. Elles vont vraiment chacune installer leur propre galerie. Il n'y aura pas de contact social vraiment entre elles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui démarque les abeilles solitaires des abeilles mellifères qui vivent en société avec une hiérarchie sociale. Ici, chaque femelle travaille pour elle seule, pour sa famille. Et il y a un investissement parental qui est tout à fait considérable puisque ces femelles vont récolter assidûment du pollen pendant toute la journée et elles vont faire ça pendant quelques semaines et après quelques semaines elles vont mourir et donc leur progéniture va se développer de façon totalement autonome dans le sol. Pour autant que nos jardins soient préservés de tout pesticide ou de tontes trop fréquentes par exemple, ces abeilles solitaires reviennent d'année en année. Partons donc à la découverte de l'une de ces races d'abeilles solitaires dans des images présentées au Festival Nature Namur en 2013. Parmi les 1000 espèces d'abeilles que l'on trouve en France, on connaît surtout les abeilles domestiques et les bourdons.
Mais 90% de ces espèces sont des abeilles solitaires, souvent inconnues du public. L'osmie rousse et l'osmie cornue sont les espèces les plus communes. Quand les beaux jours arrivent, fin février, début mars, certaines abeilles solitaires, qui sont fécondées, cherchent un petit trou pour pouvoir pondre leurs œufs. Les nichoirs artificiels, car les places dans la nature sont très convoitées. Ce sont des conditions d'hébergement dignes d'un hôtel 5 étoiles. Certains de ces nichoirs sont munis d'une porte, nous permettant d'admirer leur travail de près. L'osmie, qui veut construire des chambres pour ses petits, commence par boucher le fond du tube avec de la terre humide. Ensuite, elle constitue des réserves de pollen et de nectar en faisant de nombreux voyages entre les fleurs qu'elle butine et la chambre. Elle régurgite d'abord le nectar, puis elle se retourne pour déposer soigneusement le pollen accroché sous son ventre. Bien souvent, il n'y a pas suffisamment de place pour un demi-tour à l'intérieur. Elle est alors obligée de sortir et de faire marche arrière. Nectar et pollen constituent ainsi un pain de miel assez friable. Les abeilles solitaires jouent un rôle essentiel dans la pollinisation. Afin de constituer les réserves de nourriture pour les larves, elles effectuent de nombreux voyages, jusqu'à 100 par jour. Une osmie peut ainsi visiter plus de 2000 fleurs dans une seule journée. Quand cette chambre est à moitié pleine, elle y pond un œuf. Les mâles sont pondus dans les cellules proches de l'entrée, tandis que les femelles se trouvent au fond. En effet, l'abeille est capable de choisir le sexe de ses petits. Après la ponte, elle ferme la chambre avec une paroi d'argile, en prenant soin de laisser un espace suffisant pour le développement de larves. Infatigable, elle repart aussitôt à la fabrication des autres cellules, du fond jusqu'à l'entrée de son appartement. Enfin, elle ferme le tube par une cloison plus épaisse qui constitue la porte d'entrée de son logis, interdisant l'accès à tout intrus. Épuisée par le travail accompli, l'abeille va mourir rapidement. Elle ne verra jamais sa progéniture. Maintenant, l'hôtel affiche complet. De nouvelles vies commencent. Une dizaine de jours après la ponte, l'œuf est clos et la larve s'alimente pendant 3 à 4 semaines avec les réserves de nourriture. Quand les réserves sont épuisées, elle tisse son cocon. La nymphose aura lieu fin juillet, mais les osmies restent à l'intérieur de leur cocon tout l'hiver. Dès le début du printemps, ça commence à s'agiter dans les chambres. Les abeilles se réveillent. Les mâles sortent en premier. C'est à eux d'ouvrir le passage et de dégager la porte d'entrée. Pour accélérer la sortie, ce mâle n'hésite pas à intervenir. À peine libéré, le mâle lui saute dessus sans se poser la question, mâle ou femelle. Dommage, c'était un mâle. Il lui faudra attendre une quinzaine de jours pour voir sortir les femelles. Au fond de ce tube, les abeilles semblent en difficulté. Erreur de programmation? Un mâle se trouve au fond, coincé par une femelle. Pour le libérer, le bouchon est retiré. De nombreux mâles ont aussitôt repéré cette nouvelle sortie. La femelle à son tour se réveille, ce qui déclenche l'euphorie des mâles. Enfin une femelle. La lutte est farouche entre les mâles pour être le premier à l'accueillir. Les mâles meurent peu de temps après l'accouplement. Les femelles ont une vie active d'adulte de quelques semaines. Dès qu'elles sont fécondées, elles partent à la recherche d'un lieu de nidification et reviennent souvent à l'endroit où elles sont nées. En Belgique, de la campagne à la ville,
on dénombre près de 370 espèces d'abeilles sauvages. Et à travers la planète, ce sont plus de 20 000 espèces qui sont répertoriées. Leurs robes sont noires, jaunes, grises ou rousses. Certaines sont velues, d'autres très peu. La plupart d'entre elles sont des solitaires, ne se retrouvant qu'au moment crucial de la reproduction. Domestiques ou sauvages, ces milliards d'abeilles sont indispensables à l'équilibre de notre belle planète. Elles sont responsables de la pollinisation de 80% de nos fleurs et plantes et sont par là même des vecteurs indispensables à la beauté de nos paysages et à l'éclat de nos fleurs. Mais l'intérêt d'une telle diversité de races d'abeilles ne s'arrête pas là, comme le souligne Nicolas Verreken. Et cette diversité, c'est un véritable moteur en termes de production agricole. Donc on a pu démontrer au niveau mondial que cette diversité est un facteur de production agricole extrêmement significatif. On a une grande partie des productions agricoles en Europe qui dépendent directement de ces pollinisateurs. Donc ce n'est pas uniquement une question environnementale, il y a aussi une question agronomique, une question de production agricole et donc une question d'alimentation pour nous les hommes. Nos courageuses butineuses sont aussi de première importance pour la flore, car elles transportent le pollen sur quelques mètres ou plusieurs kilomètres, ce qui assure un brassage génétique des plantes. La diversité des abeilles est aussi en rapport avec celle des fleurs. À chaque taille de fleur, sa taille d'abeille. Et c'est un juste équilibre, car il est intéressant de constater qu'une fleur telle que l'Ophrys apifera, l'Ophrys abeille, une orchidée sauvage rare en Belgique, joue le mimétisme olfactif afin d'attirer les abeilles mâles qui croient rencontrer une partenaire. Pas bête la fleur, un moyen comme un autre d'assurer sa descendance. Rendons-nous à présent à Bruxelles, au Jardin Massart. Tanguy y a rencontré Salima Kempenaar. Elle est attachée biodiversité au service public fédéral santé publique. Elles sont indispensables pour la pollinisation de nos fruits et légumes, mais on l'a vu, leur nombre, aussi bien pour les abeilles sauvages que pour les abeilles domestiques, diminue d'année en année. Et c'est pourquoi l'administration fédérale a lancé un plan abeille. Salima, bonsoir. Bonsoir. En quoi consiste ce plan abeille? Alors ce plan, c'est un ensemble de mesures qui tentent de répondre aux multiples facteurs qui peuvent entrer en compte dans le déclin des abeilles. Et quels sont ces facteurs? Alors principalement, il y a les pathologies, donc les maladies qui peuvent affecter les abeilles domestiques. Mais il y a aussi les pesticides, donc les produits chimiques qu'on utilise soit à la maison, soit sur nos cultures et qui peuvent contribuer fortement au déclin des abeilles. Et il y a d'autres facteurs comme le changement climatique, les espèces invasives, mais un facteur important est aussi le manque d'alimentation, donc c'est-à-dire le manque. Donc ça c'est pour le plan général, mais est-ce qu'il y a des gestes que chacun de nous peut faire à la maison pour mieux accueillir les abeilles? Alors évidemment, chacun de nous peut aider un peu les abeilles. On peut aménager son balcon ou son jardin pour les accueillir. On peut installer une ruche d'abeilles domestiques chez soi. Ou plus simplement, on peut planter des fleurs qu'elles peuvent butiner ou construire un hôtel à abeilles sauvages pour les abriter. Un hôtel à abeilles sauvages. En province de Liège, dans la vallée du Gers, c'est un véritable palace que nous avons découvert chez Ali Agroum, un fou de nature. Ici, on est en face d'un nid à abeilles solitaires. Le paradis pour elles. Toutes les conditions sont faites pour qu'elles se multiplient à une vitesse incroyablement vite. Ici, elles sont en paix. Elles sont en paix. Elles se trouvent en plein sud de la poutre. C'est une énorme poutre de 10 mètres de long. Et après, j'ai fait des trous dedans. Des trous de 8 mm, avec plus ou moins 10 cm de profondeur. Il ne faut pas passer outre. J'en ai fait des milliers, ça prend beaucoup de temps. Et après, à un certain moment, les abeilles solitaires, elles vont dedans directement, elles vont vite. Il y en a une qui trouve, et après, c'est comme elles se préviennent entre elles. Elles se disent, écoute, j'ai un super endroit ici. Ici chez Ali, on va chez Ali. Ici, on trouve nulle part ailleurs. Et ici, elles sont venues s'installer. Un hôtel à abeilles qui constitue aussi un garde-manger de choix pour le piquet-pêche.
ce qui a obligé Ali à poser un treillis protecteur. Dommage, monsieur le pic. Pour aider les abeilles, Ali a aussi planté de nombreux arbres fruitiers hautes tiges, tandis que la pelouse est tondue naturellement. Ali laisse aussi les abeilles s'installer dans ses murs. Ailleurs, ce sont des mares qui offrent aux abeilles l'eau qui leur est nécessaire. Et puis Ali sait que la présence de fleurs nombreuses de chez nous est un atout pour la sauvegarde des abeilles sauvages. J'ai planté des jonquilles, plus ou moins 3000 jonquilles. Les muscaries, ça apporte énormément aussi aux abeilles parce qu'elles raffolent, les abeilles et les muscaries. Ici, vous voyez bien, il y en a aussi sur les jonquilles. J'ai replanté aussi des crocus. L'existence de ce véritable paradis des abeilles n'a pas empêché que les ruches d'Ali soient touchées par le mal qui affecte depuis plusieurs années de nombreuses abeilles. On a remarqué qu'elles étaient en train de mourir et on a dû leur ajouter un petit peu de sucre pour les aider. J'ai un ami ici qui a des ruches ici dans la vallée. Et il en avait 20, il en a perdu 19. Moi, je crois que la disparition des abeilles vient, avec l'expérience que j'ai, vient du déséquilibre de la nature, le déséquilibre de la biodiversité. Dans le cadre de l'important problème de la mortalité des abeilles, l'AFSCA a lancé le projet EpiLobby 2012-2013. C'est une étude pilote à laquelle ont participé 17 États européens. On prend un cadre au milieu. Au cours de cette enquête, 150 apiculteurs belges ont été visités à personnel de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Non, niveau varroa, ça va. Si j'ai bon souvenir, chez vous, c'était quand même relativement faible. Au niveau des maladies, on a vu dans cette enquête que 100% des ruchers au niveau belge sont contaminés par la varroise, qui est un acarien, qui est une sorte de parasite de l'abeille. Et alors, de par les conditions climatiques, l'hiver dernier, on a eu un hiver très doux, on a maintenant plusieurs cas de loques américaines, de loques européennes, et dans lequel chaque fois, l'AFSCA va faire une enquête pour essayer de voir les différents ruchers qui ont pu être contaminés par cette maladie. On prend un cadre au milieu pour voir s'il y a du coulin. Une fois récoltées, les données ont été transmises en France à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, un laboratoire de référence européen pour la santé des abeilles. On y a établi le taux de mortalité dans tous les États participants. Parmi les facteurs de propagation et d'accélération de la maladie, les liens établis entre ruchers sont un facteur important. Près de matériel, achat de colonies, contact entre apiculteurs propagent la maladie. Et en matière de mortalité apicole, la Belgique détient un triste record. Elle est de 33%. Si l'acarien varroa est le plus cité dans les causes du mal, divers virus et bactéries agissent aussi sur la santé des abeilles, sans oublier la destruction de la biodiversité et l'utilisation des pesticides et des biocides. Au niveau belge, on est vraiment au niveau de la production d'apiculteurs avec quasiment 100% d'hobbyistes. Donc ce sont des gens qui ont quelques ruches. Donc c'est clair que ça a un impact important pour le rucher. Certains ruchers sont atteints, d'autres ruchers sont moins atteints. Mais au niveau du consommateur, il n'y a aucun danger et aucun risque au niveau de la consommation du miel. Le problème du déclin des abeilles, qu'elles soient mellifères ou sauvages, nécessite des ajustements en amont. Il est plus que temps de redessiner nos milieux urbains, semi-naturels et agricoles, de façon à les rendre plus accueillants par rapport à la biodiversité fonctionnelle. Ce n'est pas en multipliant des ruches à l'infini à des fins mercantiles que l'on va pouvoir enrayer leur déclin ou contribuer à leur sauvegarde dans les milieux urbains ou semi-naturels. Retournons à présent au Jardin Massard
en compagnie de Tanguy et Salima, qui vont évoquer certains bienfaits dérivés de nos chères abeilles. Alors Salima, sur cette table de petit déjeuner, constituée en grande partie grâce aux abeilles, on voit du miel, bien entendu, Oui, le produit de la ruche. Les fruits, par exemple, pourquoi? Alors les fruits, tout simplement parce que la majorité de nos fruits et de nos légumes sont pollinisés par les abeilles. Mis à part ici, on a les bananes. Les bananes qu'on cultive pour notre alimentation ne sont pas pollinisées par des animaux. Autre exemple, le café et les chocolats. Oui, alors c'est peut-être difficile à croire, mais le café est aussi pollinisé par des abeilles. En ce qui concerne le chocolat, le cacao est principalement pollinisé par des mouchettes, mais aussi pollinisé par les abeilles. Alors juste une petite anecdote, dans le chocolat à tartiner, il y a aussi des noisettes et il y a aussi de la lécithine de soja. Le soja est également pollinisé, mais les noisettes ne le sont pas. Donc sans abeilles, clairement, ni chocolat ni café. Le jambon, c'est aussi plus surprenant. Pourquoi les abeilles, en quoi les abeilles sont impliquées dans la fabrication du jambon? Alors, le jambon, c'est du porc. Les porcs sont élevés, sont nourris, et sont nourris à partir de soja. Et le soja, comme je viens de le dire, est aussi pollinisé par les abeilles. Donc, pas d'abeilles, pas de soja, pas de porc. Concrètement, on mourrait de faim sans les abeilles? Non, évidemment, on ne mourrait pas de faim. D'abord parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pollinisées par les abeilles. Ce qui arriverait le plus probablement, c'est que la qualité, la variété de nos aliments serait fortement diminuée. Eh bien, merci beaucoup Salima pour toutes ces explications. Merci à vous tous d'avoir suivi l'équipe du Jardin Extraordinaire pour cette plongée dans le monde épatant des abeilles, des observations que vous pouvez refaire facilement près de chez vous, dès la grille du parc ou la porte du jardin. Et vous pouvez aussi, vous l'avez vu, faire votre jardin pour mieux les accueillir. Bonsoir et à bientôt dans le Jardin Extraordinaire pour de nouvelles découvertes. Je pose, donc je suis. Roico. Le sourire de la momie. Faut pas que je sois en retard pour ma mission de confiance, moi. Un épisode explosif. Ange gardien, tout de suite sur la une. J'ai créé Nextier. Avec Nextier, vous choisissez vos lunettes maintenant et vous les payez en 1 an. Oui, en 1 an, avec un crédit à 0% TAG. Bien évidemment. Nextier d'Afflelou, il fallait l'inventer. Dites oui dès le matin au plaisir du chocolat avec Spécial K Chocolat et ses vrais copeaux de chocolat. Une recette encore meilleure et 2 grammes de matière grasse par portion. La liberté de se faire plaisir. Vous avez tant à gagner avec Spécial K. Une croisière de rêve, ça vous tente? À la croisée de 2 continents, offrez-vous Athènes-Istanbul. Au programme, Athènes et la visite de l'Acropole ou du Cap. Un des plus beaux détroits du monde. Et la visite d'Istanbul, ses trésors et ses 26 siècles d'histoire. 8 jours à bord en all-inclusive au départ de Bruxelles, vol compris. Réservez avant le 31 octobre et bénéficiez de 200 € de réduction par personne. Informez-vous dès maintenant sur croisieurope.be au 02 514 11 54 ou dans votre agence de voyage préférée. Nouveau Spécial K Crunchy Muesli. 5 céréales complètes, des amandes et des fruits. Avec 40% de matière grasse en moins. La liberté de se faire plaisir. Il faut parfois faire quelques efforts pour obtenir ce qu'on veut. Prendre un peu de temps pour soi. Avancer, mais avec élégance. Faites-leur toujours savoir ce que vous voulez. Et vous obtiendrez ce que vous aimez le plus. Fin de la leçon. Sheba, laissez-vous séduire. Miaou. Une recette crémeuse unique pour un fondant incomparable. L'air d'Hammer croque-monsieur. Quand le plaisir est grand, le reste devient petit. Et recevez gratuitement un sachet spécialement adapté pour préparer vos croque-monsieur dans votre grille-pain. Délicieusement fondant. Un sachet gratuit à l'achat d'un pack de tranches l'air d'Hammer au choix. Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire magique de la petite vache lorsqu'elle s'endort? Une fois, elle a fait disparaître tous les nuages.
Mais le plus magique, c'est encore de la manger. Milka, biscuits et cake. Osez la tendresse. En ce moment, à l'achat d'un pack trio, nous vous offrons un iPad mini. Eh oui, un iPad mini. Een iPad mini? Wat gebeurt er? Ze geven een iPad mini bij Voe. Wat gebeurt er? Ah, wel, ze geven... Un iPad mini à l'achat d'un pack trio. Des cadeaux comme ça donne envie de vivre en Wallonie. Plus d'infos au 0800 825. Il a fallu 8 ans de recherche clinique et 14 000 personnes pour prouver qu'un monde sans intimité. Tu trouves pas ça choquant qu'un élève de 16 ans écrive un truc pareil? Ce garçon a un don pour écrire. Là, il te manipule. On se débarrasse du fils, tu séduis la mère, tu confonds trop tes désirs avec l'histoire. Mais chérie, écoute... Me touche pas! C'est vous qui m'avez poussé là-dedans. Ah. Tu as merdé. Un thriller psychologique avec Christine Scott-Thomas et Fabrice Lucchini, Dans la maison, suivi d'une vie meilleure, demain soir sur la Une. Chaud ou froid? Il fait toujours un temps idéal pour un CCML. La Une présente... Toutes les tombes ont été pillées, c'est une honte. De plus en plus fréquent. Ouais. Venez voir, on a trouvé quelque chose. C'est une merveille. Et dire qu'on a failli passer à côté. Ouais. Et pourquoi celle-là, elle a été pillée et pas celle-là? Je sais pas. Eh ben, il faut l'ouvrir. Yalla. Qu'est-ce qui se passe là? Ils disent que la momie est maudite. Alors, où je suis, moi? Y'a quelqu'un? Ouh. C'est quand même pas elle, ma cliente. Bon, alors mon client, ma cliente, c'est qui? Ah, merci. Ah ben voilà, Louise Villard. C'est quand même pas la momie. Qu'est-ce que vous faites là? La Momo, elle fait comme ça de la... Elle peut pas bouger, c'est pas possible parce que normalement elle est quick. Mais vous êtes qui? Joséphine Delamarre. Ah, vous êtes ma nouvelle assistante, je vous attendais. Pardon, je suis Louise Villard et voici Mathis Ferrier, l'archéologue qui a découvert la momie de Néphérette. Bonjour. Bah, c'est ce qu'on appelle une entrée fracassante. Je suis désolée, Ouais, enfin, c'est pas grave. Joséphine nous arrive tout droit d'Alexandrie. D'ailleurs, j'ai lu votre CV, c'est assez impressionnant. Ah bon? Alexandrie, c'est mon CV, bah oui. Mais qu'est-ce que vous savez sur la momie? Eh ben, à part le fait qu'elle s'appelle Néphérette, on n'en sait pas beaucoup plus. Le tombeau dans lequel on l'a trouvé a été pillé, c'est la seule rescapée. Ah, d'après ce que j'ai pu voir, elle est dans un état de conservation tout à fait exceptionnel. C'est une chance folle pour nous de pouvoir l'étudier.
On peut dire ça comme ça. Mais elle est morte. Bon, on rangera après. Vous venez? Vous venez? Oui, pardon. Attendez-moi! Joséphine, je vous présente Aurélie, l'assistante de Matisse. Bonjour. Enchantée. C'est ensemble qu'ils ont découvert la momie. Ah oui, ça, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. Il y avait un serpent dans le sarcophage. Mais un serpent en poterie? Ah non, un vrai serpent. Et les archéologues égyptiens qui étaient là, ils ont eu tellement peur qu'ils nous ont plantés en disant que la momie était maudite. Maudite. En même temps, c'est vrai qu'ils sont un peu pétochards, les archéologues égyptiens. Mais le serpent, il était quand même... enfin, je veux dire comme ça, ou... Et ça, c'était rien comparé au voyage. On s'est pris 2 tempêtes que personne n'avait vu venir, hein, même le capitaine, il était scié. On a failli y passer quand même. Ah, c'est très sympa comme histoire. Bon, on va profiter de cette momie pour l'étudier avec toutes les nouvelles technologies à notre disposition. Ça nous permettra de tout savoir d'elle. La couleur de ses yeux, son état physique, voir de quelle maladie elle souffrait. Enfin, tout ça comme si elle était encore vivante. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe pour notre momie? Très bien, on commence la phase d'étude. Bien. Louise, je peux vous parler une seconde? Oui. C'est la directrice de l'Institut. Et vous, ça fait longtemps que vous travaillez avec Louise? Bon, on a fait toutes nos études ensemble. Mais ça fait 12 ans que je l'ai pas vue. Aujourd'hui, c'est une égyptologue très reconnue. J'ai eu aucun mal à convaincre les autorités égyptiennes de lui confier l'étude de cette momie. Alors, Aurélie va faire la reconstitution faciale de la momie. Ça nous permettra de connaître le visage de Néphérette. J'ai rentré les premières mesures dans le logiciel 3D. Je pense que d'ici 24 heures, on aura une image. C'est quoi le problème de ma cliente? C'est quand même pas de la protéger d'une momie maléfique. Vous n'êtes pas sans savoir l'importance de cette momie pour notre institut. Oui, j'en suis tout à fait consciente. L'idéal serait d'avoir rapidement une première publication, dans des revues scientifiques, bien sûr. Mais j'avais pensé aussi à une presse plus grand public. Il faut saisir notre chance. Je sais, mais je préfère rester prudente. Quand les médias s'en mêlent, ce n'est pas toujours bon. Enfin, les exemples ne manquent pas. Vous n'avez rien compris. Nos caisses sont vides. L'État a baissé toutes ses dotations. J'ai besoin de fonds privés. Cette momie, c'est l'occasion rêvée d'attirer leur attention. Écoutez, je vais y réfléchir, mais laissez-nous quand même un peu de temps. Vous n'en avez pas. N'oubliez pas que votre poste à la tête de ce laboratoire d'égyptologie doit être renouvelé dans les prochaines semaines. Ce sera pas difficile pour moi de trouver un candidat qui n'a pas vos états d'âme. Réfléchissez-y. Elle a pas l'air commode. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. J'ai entendu, mais j'ai pas écouté. J'étais à peine en poste qu'elle cherchait déjà à me remplacer. Elle a jamais accepté ma nomination. Ah bon, pourquoi? Pour une vieille histoire. Enfin, en tout cas, c'est une chance que les Égyptiens nous aient confié Néphérette. Si on réussit cette étude, ça devrait faire du bruit dans le milieu universitaire. Qu'est-ce que c'est joli cette couleur de couette mauve. En plus, c'est pas fait exprès, mais j'ai pris un t-shirt rose fuchsia pour dormir, ça va être super. En tout cas, c'est sympa de m'accueillir chez vous. On peut se tutoyer, non? Avec grand plaisir. Ça doit être super d'avoir son appartement juste au-dessus de son travail. Enfin, son travail, son labo, hein, je veux dire. Parce qu'une fois, j'étais J'aimerais bien connaître l'histoire de Néphérette. Je pense que la réponse est dans les hiéroglyphes. Je me disais qu'on pourrait peut-être les étudier ensemble tout à l'heure. Mais t'arrêtes jamais, toi? On peut pas faire une pause, là? Qu'est-ce qu'on a de prévu pour ce soir? Rien de spécial. Enfin, ma mère va bientôt déposer mon fils Hugo et je comptais le faire dîner, bosser un peu. Et nous, on mange pas? Ah non, c'est hors de question. Moi, je saute pas un repas, c'est pas bon pour la ligne. Hein. Bon, je m'occupe de tout. C'est par là, la cuisine? C'est mes cochonneries. C'est mes cochonneries. Voilà, super. Le cochari va être servi par Josie. Mais ça a l'air délicieux. C'est un plat égyptien d'Égypte. Allez, donnez-moi vos assiettes. En tout cas, moi, je trouve ça cool qu'on dîne tous ensemble, hein? C'est vrai, ça change. Arrêtez tous les deux. Enfin, pour qui je vais passer, moi, maman? Mais ma chérie, c'est un scoop pour personne. Tu travailles trop. Moi, je comprends. Ton boulot, il est trop bien. Moi, plus tard, je serai archéologue. Mon petit Hugo est un passionné, comme ma fille. Ah bah alors, faut que tu rencontres Mathis. Tu sais que c'est lui qui a découvert la momie de Néphérette. J'adorerais. Hein, maman, s'il te plaît? Mais on verra. Mathis est très occupé, tu sais. En même temps, il peut trouver un petit moment pour Hugo, hein. Il paraît que vous vous connaissez bien avec Mathis.